Bienvenue dans l'inconnu. Je suis Arnaud Casali et j'ai décidé d'inverser le jeu dans un monde qui catégorise trop vite. Et si nous redonnions du sens en mettant le qui es-tu avant le que fais-tu? Je vous invite à découvrir une voie, un parcours, des réflexions sur les grandes thématiques de la vie sans connaître le métier ou le statut de mon invité. Son identité, célébrité ou inconnu, vous ne la découvrirez qu'à la fin de l'épisode. D'ici là, vous n'avez qu'une chose à faire, écouter, ressentir et vous laisser toucher par cette histoire qui pourrait, par endroits, être la vôtre. C'est bon pour toi? C'est bon pour moi. On part dans l'inconnu? On est parti. Allez, merci de ton temps, merci de ta confiance. Je suis très content d'être avec toi pour partir dans un nouvel épisode de l'inconnu. Où est-ce que tu nous reçois? On est dans un studio où le son est maté, il est donc doux et il y a la lumière du jour, donc c'est agréable. Et en même temps, on est installé confortablement dans des fauteuils et donc on est très tranquille. J'aime bien le terme de ouaté et doux. Comment tu arrives dans ce nouvel épisode, même si c'est moi qui viens? Comment j'arrive? Je suis... Ah ouais, c'est une bonne question. Je me suis pas interrogé sur comment j'étais là. Alors, à l'instant, présentement, je me sens content d'être là, parce que tu m'as parlé de l'inconnu depuis un certain temps, que j'ai quand même exploré un peu ce que c'était, qu'on on a beaucoup échangé sur le sujet ensemble. Donc, tout d'un coup, de me retrouver de l'autre côté de la coulisse, ça fait un peu bizarre. Donc, il y a une petite excitation, donc je suis content d'être là. Je me dis, c'est cool, ça me fait plaisir que tu sois venu jusqu'à moi, en fait, jusqu'ici. Et en même temps, je suis dans une période de ma vie très bizarre. Je suis à 2 jours de mes 50 ans. Ouh. On est le 4 et mon anniversaire c'est le 6 et j'ai 50 ans le 6. Donc je suis au bord de mes 50 ans. Et en plus, je pars à Paris samedi et ensuite à la montagne via Paris. Et donc du coup, je suis au bord d'une belle aventure de 6 jours en montagne, qui est un peu mon cadeau que je me fais. Donc je suis un petit peu excité et en même temps, voilà, c'est les derniers jours des 49 ans. Ok. Les derniers jours de la décennie. Du demi-siècle, ouais, les derniers jours du demi-siècle, ouais, carrément. Du premier demi-siècle. Du premier Premier demi-siècle, demi-siècle. bonne nuance, ouais, Ok. ouais, de mon premier, j'entame bientôt mon deuxième Ok. demi-siècle. Donc samedi à Paris, t'entames ton deuxième demi-siècle. Exactement, ouais, absolument. C'est bon ça? Ouais, c'est cool, ouais, c'est cool, je suis content. Ouais, non, c'est chouette, c'est un bon programme. Avant qu'on plonge dans l'inconnu, qu'est-ce que t'espères de notre échange? Émotionnellement parlant, j'ai toujours vécu les choses plutôt de ton point de vue à toi et d'un point de vue extérieur aussi, donc le regard extérieur, l'observateur. Là, émotionnellement parlant, je suis à l'envers, je suis la personne qui est sous le feu des projecteurs et ça m'arrive pas souvent, je dois t'avouer. Je suis rarement sous le feu des projecteurs, ça m'arrive de temps en temps quand je fais une conférence ou un truc comme ça, mais c'est pas souvent. Donc du coup, c'est avec une petite appréhension, un petit stress. Puis en même temps, une grosse curiosité de me dire, tiens, ça va faire quoi? Et puis je me demande qu'est-ce qu'il va me poser comme question, Arnaud, et comment il va mener son entretien. D'autant plus que je connais tes qualités journalistiques, puisque je les ai expérimentées sur des prods qu'on a fait ensemble, et j'ai vu à quel point tu étais bon. Donc je me dis, je vais être l'objet de Sa Majesté Arnaud. Je te remercie, mais moi-même, je ne sais même pas quelle question je vais te poser. Ah ouais? Eh Ah oui, d'accord. parce qu'on va partir au hasard de la discussion, Ah excellent. tout de suite, Ah génial. et je vais te laisser tirer un dé au hasard. Ah Ou le excellent. piocher. Excellent. Alors, je tire un dé et je dois dire le chiffre, c'est ça? Ou bien? Bah, tu vas le lancer, tu vas le tirer. Ok, on lance le dé. Un. 1. On va partir sur la thématique de l'être. Ok. Est-ce que ça te parle ou pas? Écoute, oui, alors ça me parle simplement parce que je me suis marré, parce qu'avec mes collègues de travail, on philosophait au café, et il y avait une collègue qui disait l'humain mérite-t-il d'exister? Genre, C'était au café de c'était au 9 heures. café non, au café de 14h, Ok. de 13h30. Et alors là, c'est parti dans tous les sens. Et tu t'aperçois que finalement, c'est assez drôle de poser des questions philosophiques ouvertes comme ça au moment où tu es censé reprendre le boulot, parce que là, c'est vraiment parti dans tous les sens, et chacun a une réponse différente, et ça concerne l'être. Voilà, donc ça me fait penser à ça, l'être. Donc ça me va comme input. Ok. Et je suis curieux, la réponse? Alors la réponse que moi j'ai donnée ou la réponse que les autres ont donnée? Bon, les deux, vas-y. Alors, je me souviens pas de tout, mais il y en a 2 qui ont rejeté la question en disant que quelque part elle n'avait pas lieu d'être, que c'était une question absurde, que ça n'avait pas lieu d'être. Et j'étais pas loin de penser comme eux. Moi j'ai nuancé. J'ai dit la question est dans la réponse ou la réponse est dans la question parce que ce qui fait l'humain c'est l'existence. Donc poser l'humain mérite-t-il d'exister? Quelque part, c'est le serpent qui se mord la queue parce que il existe parce qu'il est humain. Donc il n'y a pas de mérite, ou il n'y a pas de question du mérite parce que autrement la question ne peut même pas être posée. Donc c'est une réponse un peu à la Gasconne. C'est un peu une réponse à la Gasconne, mais néanmoins je suis resté sur cette position. Ok.
Quelle part de toi montres-tu et laquelle tu caches? Ah, c'est une belle question. Quelle part de toi montres-tu et laquelle tu caches? Le côté obscur de la force et le côté visible de la force? Je pense que la part que je montre, elle est souvent inconsciente parce que je la calcule pas forcément. Donc j'ai réfléchir plutôt sur ce que je vais conscientiser parce que ce que je cache, ça peut être peut-être un peu plus conscient. Qu'est-ce que je vais cacher? Ah ouais, j'ai des exemples qui me viennent en tête. Je peux cacher mon agacement jusqu'à un certain niveau. Ça peut m'arriver soit dans le travail, soit dans les relations interpersonnelles de commencer à être agacé par quelqu'un et parce que je tourne en rond par exemple ou que la personne tourne en rond. Et donc j'ai caché mon agacement pour pas être désobligeant. Et je sais que je suis capable de le faire, mais jusqu'à un certain degré. À un moment donné, ça peut virer au truc de je trouve un échappatoire et je me casse ou voilà, je trouve une solution, je disparais. La dernière fois que c'était arrivé? C'était il y a pas longtemps. C'était il y a pas longtemps, j'étais, dans une discussion, dans un contexte culturel. La personne qui était en face de moi, avait toujours besoin de prendre le dessus sur la conversation en disant, «Ah mais oui, ça je connais» et puis de rebondir et en fait, c'était pas une discussion libre, c'était une discussion où la personne avait toujours besoin de montrer que, elle avait l'initiative, de la référence ou et c'est pas du tout ma manière de fonctionner et c'était pas fluide et ça m'épuisait, ça m'agaçait et progressivement, j'ai réussi à faire en sorte de virer sur des conversations plus anodines ou simples, parce que je me disais, ça tourne en rond. Et c'est ta porte de sortie? Trouver Un sur peu, ouais, c'était ma porte partir de sur sortie, d'autres ouais. types, de conversations? Ouais, c'était ma porte de sortie, ouais. Ouais, ouais. Et qu'est-ce que je peux cacher encore? Bah, je peux cacher mes sentiments. Par exemple, quelqu'un que je trouve, tout de suite antipathique, mais dont j'ai besoin parce que c'est une relation professionnelle, par exemple, je vais cacher mon sentiment. OK. Je vais faire semblant de, ça peut arriver. Parfois, tu choisis pas tes collaborateurs et il faut faire avec. Donc là, tu caches le ressenti émotionnel, tu le caches parce qu'il va être contre-productif. Tu te dis, bon, je vais essayer de trouver des qualités chez cette personne et ne pas m'obséder par ses défauts qui sautent aux yeux, mais je vais essayer d'être open et de faire en sorte que ça fonctionne. Ça arrive quand même. Et donc, tu caches tes sentiments, tu caches tes émotions et aussi à l'égard de la séduction. Imagine, dans le travail notamment, hein, moi je rencontre beaucoup de gens, j'ai une grande règle, c'est no job in job. Et parfois, tu sais pas pourquoi, ton cœur bat, tu rencontres quelqu'un, l'expérience va durer peut-être une demi-heure parce que c'est purement professionnel. Pendant une demi-heure, cette personne te fait un effet fou, mais tu restes très zen. Et tu te dis que aucun de tes cheveux de ton crâne ne s'est soulevé à la présence de cette personne. Tu vois? Donc je cache mes sentiments, ouais. Je cache mes émotions. Ouais, je suis capable de faire ça, évidemment, ouais. Ouais. Comment tu vis avec toi-même? Comment je vis avec comment je me supporte? J'ai rien dit, hein, c'est toi qui le dis. Ah ouais, je suis assez insupportable, hein, je le sais par mon parcours personnel et les gens qui m'entourent. J'ai des côtés insupportables et moi-même, des fois, je m'insupporte. Donc comment je vis avec moi-même? Ben, je fais des compromis. Je pense que je vis mieux avec moi-même, aujourd'hui à bientôt 50 ans qu'à 40 ans. Je pense qu'à 40 ans, j'avais vraiment du mal à vivre avec moi-même. C'était une période très compliquée dans ma vie, et aujourd'hui, je me sens plus à l'écoute justement, pour vivre avec moi-même, il faut que je me mette à mon écoute, que j'écoute mes besoins. Ce que je ne faisais pas avant, j'avais pas appris à faire ça en fait. J'avais pas appris à me poser et à essayer de ressentir qu'est-ce que je c'est très bien d'ailleurs de commencer par comment tu te sens là, dans quel état tu es là maintenant, parce que ça il y a des points de localisation où tout d'un coup, comme en yoga, tu fais, colonne vertébrale dressée, et que tu, alignes ton corps de la terre au ciel. En fait, psychiquement parlant, c'est quelque chose que l'on peut faire. De même corporellement, on aligne les 2 et en fait, quand on se redresse comme ça, tu vois? Et on se réaligne avec soi, comme ça, on prend 30 secondes, on respire, on se pose. Comment je suis maintenant? On est ici et maintenant. C'est quelque chose que j'étais absolument pas capable d'envisager de faire quand j'avais 40 ans, dans ma vie d'avant, entre guillemets. Et là, maintenant, je le fais beaucoup plus souvent et ça m'aide vachement à beaucoup mieux m'aligner avec moi-même. Donc, je me supporte plutôt bien, en fait, finalement. Pour répondre à la question, à condition de prendre soin, de m'écouter, de voir mes besoins, mes limites, parfois corriger le tir. Des fois, je pars dans un truc et je fais ah, je me sens pas bien là, il y a quelque chose dans mon corps ou que je sens pas. Alors est-ce que j'ai pris la bonne direction? Et là, tu te poses, tu fais le point, tu dis non, en fait, demi-tour, fausse route. Ça, t'arrives à le faire dans le quotidien, même quand t'es dans le jus, quand t'es dans la roue qui tourne? Alors, j'arrive pas forcément à le faire en temps réel, mais assez rapidement, j'ai une capacité de réflexion où, quand j'ai fait un acte qui m'amène dans une direction qui n'est pas la bonne et où je me sens pas bien, où j'ai des doutes sur ce que je viens de faire, je suis capable de auto-analyser en me disant ah, mais je sais d'où ça vient, c'est parce que là, j'ai fait ça spontanément sans réfléchir, alors que si je me pose et que je réfléchis, c'est exactement le contraire que je voudrais faire. Donc, je suis pas encore dans la capacité de m'auto-guider en temps réel sur les
potentielle mauvaise route. Je suis un GPS, en fait, des années 50, enfin plutôt des années 80, tu sais, du genre, t'as déjà fait 25 mètres, il te dit, Tourne prenez à à droite. Mais putain, c'était juste là. Tu vois, voilà. J'en suis au stade du GPS légèrement décalé. Mais je pense que la sagesse, c'est justement dans la vie, peut-être que je fais un truc un peu philosophique, mais pour moi, je parle pour moi, hein. J'ai un peu le sentiment que plus je grandis et plus j'arrive à synchroniser mon GPS en temps réel et à prendre les décisions en temps réel. Alors, le but ultime, c'est d'être dans l'instant présent en permanence et d'être en temps réel dans ta décision et d'avoir le temps de t'auto-interroger en permanence. Ça, c'est un peu le nirvana. Et là, aujourd'hui, bah, je suis dans cette tendance avec un petit décalage, mais qui devient de plus en plus court. Ça peut me prendre moins de quelques heures pour réaliser mon truc, alors qu'avant, il me fallait parfois un an de psychanalyse ou Ok. tu vois. Bah, moi, ce que je te propose, c'est qu'on se donne rendez-vous dans 10 ans, à l'aube de tes 60 ans. Ça pour voir. Et tu me diras un petit peu Est-ce si que le je suis au GPS, nirvana? Est-ce que le GPS, mais pas 25 mètres avant de prendre ou de peut-être dire 0 Ouais. ou juste 3-4. Ok. Mm. Je te propose de repartir sur une autre thématique en retirant le dé. Ok. Le même dé? Le Ou un même autre dé. Le même dé, ouais. 4. Quattro. L'autre. L'autre. La relation à l'autre. La relation à l'autre. Quelle est ta relation aux autres? Alors, je fais une aparté, c'est drôle parce qu'on a commencé par l'être, et ta relation à toi, Ouais. et maintenant la relation à l'autre. La relation à l'autre. La relation à l'autre. Elle est très portée dans l'affect. Je pense que je suis une personne très portée dans l'affect, un peu malgré moi, hein. J'ai grandi un peu comme ça, dans un contexte où l'affect était un peu en dents de scie. Et donc j'étais en besoin et en manque principalement d'affect. Et donc je pense que quand j'ai commencé à être post-ado et jeune adulte, ça a été un peu le vecteur de vie, de pulsion et même parfois de survie. C'est l'affect. Et parfois d'ailleurs ça m'a joué des tours parce que quand tu vas vite sur l'affect avec les gens, ça peut être une problématique. Donc la relation aux autres est souvent dépendante d'un affect intérieur, mais que je projette vers l'extérieur. Donc moi, je suis assez dans l'affect. Donc je peux être rapidement affecté, je peux me sentir atteint ou vexé de manière profonde, alors qu'en fait, somme toute, la personne, elle a pas du tout fait quelque chose impactant, elle a fait un truc très léger, même parfois complètement innocent, sans aucune volonté de faire de mal, et moi, tout d'un coup, je suis impacté. Par exemple? Alors, comme exemple qui peut me venir spontanément, par exemple, si je sollicite quelqu'un ou que j'organise un truc et que la personne me répond au bout de 3 jours de manière légère, je me dis pas, bah, il était occupé, il n'a pas eu le temps et il prend le temps, merci pour lui, au bout de 3 jours de me répondre, il prend quand même le soin de me répondre. Non, j'ai pas ce point de vue. C'est genre, je compte pas pour lui, je suis pas une personne importante et donc il me néglige et il me met en bas de ce dossier de gens à qui répondre. Ce qui est hyper négatif et ce qui m'atteint. Et c'est une réaction un peu intrinsèque en moi qui est basée sur un manque affectif. Et ça, c'est un truc que je guéris, que je soigne au fur et à mesure que je grandis, mais j'en suis conscient. Et parfois, je sens des émois profonds. Et heureusement, j'ai mon petit ange gardien qui me dit attention, attention, tu es peut-être en train de tomber dans le piège dans lequel tu es tombé toute ton enfance et toute ton adolescence et sur lequel tu as travaillé pendant des années pour corriger ça. Est-ce que ce serait pas un piège? Et parfois, je sens quand même l'émotion qui me submerge, mais j'arrive à la digérer parce que je fais une prise de conscience. Donc ça va, ça se gère, mais quand même, je pense que c'est ma première tendance avec l'autre, c'est l'affect. C'est basé sur l'affect. Est-ce qu'on a besoin des autres pour se définir? Et pardon, j'ajoute un truc, et ça rend vulnérable. L'affect, ça rend vulnérable? Ce que je viens de dire, là, l'explication que je te donne sur le rapport à l'autre, ça me rend souvent vulnérable. J'ai une vulnérabilité autour de ça, en fait, je le sens. Avec laquelle j'essaie de composer, hein, bien sûr, parce que j'en suis conscient, mais ça rend vulnérable. Bon, promis, j'essaie de te répondre à tes SMS en moins de 3 jours la prochaine fois. Si jamais ça m'arrive. Ou alors, si je te réponds au bout de 3 jours, je te dis non, tu n'es pas à la fin de ma liste. Mais ouais, c'est un truc de ouf. Hein. Pardon, du coup, ta question, c'était Il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on a besoin des autres pour se définir? Est-ce qu'on a besoin des autres pour se définir? Au départ, oui, clairement. Je l'ai vécu, je le vois dans mes enfants, comment les enfants fonctionnent. Au début, le début de la vie, tu es totalement dépendant de ce qui se passe autour de toi, complètement dépendant. Et puis, au fur et à mesure, tu deviens de moins en moins dépendant. Donc oui, on a besoin des autres pour se construire. Jusqu'à quel degré? On cherche toujours, je pense, une forme de satiété de l'assentiment d'autrui. Ça fait du bien, ça rassure, ça crée un univers de sécurité, ça crée une sécurité affective, psychologique, quand on a de l'adhésion autour de soi. Et c'est un truc que j'observe beaucoup quand il y a des conflits,
quand il y a des gens qui sont dans le conflit, déjà par définition, tu n'es pas en zone de sécurité, tu n'es pas en safe zone. Et ça, c'est quelque chose que j'identifie souvent. Et pour moi, quand il y a conflit, il y a instabilité, il y a déséquilibre, il y a problème. Du coup, je ne suis pas en safe zone. Donc, j'aime pas trop ça. T'aimes pas les conflits. J'aime pas trop les conflits, mais j'ai eu beaucoup de colère en moi. J'ai déjà eu des comportements, tu sais, le mec, moi je fais beaucoup de vélo dans Marseille, ça peut m'arriver de taper sur une voiture qui a pas, enfin qui m'a mis en danger par exemple. C'est borderline, tu vois. Ça peut m'arriver d'avoir des grosses colères qui sortent encore parfois. J'étais beaucoup plus colérique avant, mais je sais qu'il reste quelques trucs comme ça où je suis capable de passer de 0 à 100 sur un truc. Mais je me suis un peu guéri de ça parce que je pense que j'ai beaucoup souffert de ça, où on me reprochait d'être impulsif, caractériel, colérique, spontané, sans filtre. Tous ces mots-là que j'ai entendus par les autres, par le regard des autres, et qui m'ont en fait fait grandir, et qui m'ont fait sur le coup du mal, mais sur le fond du bien. Et en fait, je pense vraiment que le fait d'être bien avec soi, et se sentir bien avec soi, ça crée un amour de la solitude. Moi, je suis de plus en plus amoureux de la solitude. Alors, pas la solitude permanente, je ne suis pas un ermite, mais il y a bien des moments où j'ai besoin d'être seul et de me poser et d'être dans la culture de moi-même, juste avec moi-même, et qu'il n'y ait rien d'autre qui vienne de m'emmerder. Pas d'animaux, pas d'humains. Et juste être voilà, en solitude. Et je pense que ça, c'est quelque chose que j'ai acquis par justement le côté comment je soigne ma safe zone. Je la soigne avec des relations stables, calmes et confortables. Et en fait, la première chose, c'est d'être calme avec soi-même. Et si tu es suffisamment calme avec toi-même, et ça, je le sais à quel point ça, c'est pas un mantra pour rien, c'est un vrai mantra. Celui qui est calme et en paix avec lui-même aura nécessairement une appétence à créer de la paix de la paix et du calme autour de lui. Ça, j'en suis intimement persuadé. Donc ce que j'entends, c'est qu'on a besoin des autres pour se définir en tant qu'enfant, si j'en reviens à la question, Ouais. que le retour des autres te permet de t'affiner. Ouais, absolument. Ouais. Je pense vraiment que tu te construis à partir des autres. Et puis, bon, après, je sais pas, peut-être que je me trompe, mais je pose l'hypothèse que l'expérience de devenir parent t'oblige à un moment donné à être toi-même un miroir de construction pour l'enfant. Et donc, d'essayer de faire attention à la manière dont tu renvoies la lumière. Est-ce que tu es un bon réflecteur? Est-ce que tu filtres la lumière? Est-ce que la lumière que tu reçois, tu le renvoies plein phare? Ou est-ce que tu l'adoucis? Quelle couleur tu privilégies? Est-ce que tu vas plutôt mettre du rouge, du bleu, du jaune, du vert? Et cette capacité de gérer l'image que tu renvoies aux autres, c'est aussi la manière dont toi, tu as pu vivre l'expérience et de voir qu'est-ce que tu as identifié comme étant des points clés. Par exemple, tout à l'heure, je parlais de l'affect. De toute évidence, donner de l'amour dans un moment où en face on a de la détresse ou de la colère ou quelque chose qui va pas, pour moi c'est quelque chose qui est qui crée de l'encapacitement. Donc j'essaye de me dire, recentre-toi sur ta capacité de donner de l'amour quand il y a un problème, parce que c'est ça qui sauve la solution. C'est pas toujours facile, mais je pense que ça fait partie de la gestion des échanges avec l'autre, où tu peux faire un effet de miroir. Le vecteur le plus puissant qui existe là-dedans, c'est comment gérer de l'amour. Et je dis autant de l'amour familial, filial, amical, amoureux, l'amour au sens large du terme, quoi, tu vois. Dans l'encouragement, prendre soin, appeler, prendre des nouvelles, offrir un repas, inviter, encourager, aller voir la pièce de machin, même si la pièce te plaît pas, mais il joue dedans, donc tu vas le voir parce que tu sais que ça va faire plaisir. Enfin, je te donne des exemples en vrac, mais il y a plein de choses comme ça qui... Est-ce que ça m'est arrivé de faire ça? Non, en fait, non, je l'ai pas souvent vécu. Je l'ai pas souvent vécu. En fait, ça m'est déjà arrivé de prendre le risque d'aller voir un truc où il y a un copain qui joue dedans ou une copine qui joue dedans et je sais pas du tout à quoi m'attendre, mais j'ai rarement été déçu. Ok. Voilà. Mais tu l'as quand même fait. Ouais, j'ai dû quand même le faire une fois, ouais, ou des fois c'est des... En fait, ce qui te fait plaisir, c'est pas tant la pièce, c'est de voir la personne que tu connais en exergue sur scène et de voir la personne qui kiffe. Et juste ça, c'est de l'amour, quoi. On va passer au texte à trous. Je commence les phrases, tu les termines. Pas mal, pas mal. Ce qui me fait vraiment rire, c'est... L'incongru, la surprise, le décalage, l'inattendu, l'accident. Par exemple. Ah, tu me mets pied au mur là. Quand est-ce que j'ai ri la dernière fois? Je crois que je rigole assez souvent en fait. Bah, si je vais chercher dans un souvenir où vraiment j'ai ri aux éclats, en ce moment il y a pas mal de comedy clubs à Marseille qui pullulent et j'ai eu des moments vraiment de drôlerie où vraiment t'es en mode t'es mort de rire quand t'en peux plus tellement c'est... Ouais, c'est un truc que j'aime bien cultiver ces derniers temps, les comedy clubs, ouais, par exemple. Ok. Le dernier que tu allais voir? C'était le lundi là, des Canailles à la Joliette. Le bar des Canailles, je crois que ça s'appelle. Tous les lundis, ils font un comedy club. J'ai l'intention d'en voir d'autres. Ok. C'était pas le meilleur, mais j'ai l'intention d'en visiter d'autres. Ok. La personne qui m'a le plus marqué
dans la vie est... Bonne question. Spontanément, je dirais mon ami Stéphane Dunkelmann, qui est mort. Je l'ai rencontré en 2000 et il est mort en 2021, il y a 5 ans, si je ne m'abuse. Je pense que c'est la personne qui m'a, à ce jour en tout cas, le plus marqué. C'est un compositeur et on a collaboré ensemble pendant 21 ans. Et c'était un ami, un mentor, second papa, un collaborateur, un partenaire de conversation professionnel, un partenaire de conversation personnel. C'était un super gars, quoi, un super pote. Donc ouais, Stéphane Dunkelmann. Il était belge. Une petite pensée pour lui. Voilà, ouais. D'ailleurs, tu viens un jour chez moi, il y a un petit hôtel, une espèce de portrait de lui avec une petite bougie et puis un hommage, quoi, à lui. Ok. Il y a vraiment un petit culte chez moi de lui, quoi, C'est joli. que j'ai partagé avec un sculpteur qui m'a envoyé en fait une sculpture en son honneur que j'ai mis chez moi. Il y touchait plus d'une personne. L'art de la simplicité, c'est... L'art de la simplicité, c'est la spontanéité. Et je sais de quoi je parle. C'est-à-dire... Bah, en fait, on dit, enfin, j'observe que les personnes qui réfléchissent et qui posent leurs pensées et qui formulent des pensées un peu élaborées sont pas forcément dans la spontanéité, ils vont pas forcément dans la simplicité. Ils vont plutôt dans la complexité. Ça veut pas dire que c'est pas pertinent. Et j'ai rien contre ça. Mais je suis pas comme ça. Mais pour moi, la spontanéité, elle permet d'être dans un élan psycho-affectif et émotionnel authentique. Et donc j'aime bien d'être simple et d'être donc spontané, de cultiver la spontanéité. Bon, Ça, si jamais dans tes réponses c'était spontané et compliqué, je te le dis. Hein. Attention, hein. Tu pourrais même mettre 2 boutons, il y en a un vert et un rouge, spontané ou, ou trop compliqué, boum boum. Mon dernier invité m'a laissé une question pour toi. Ah, c'est rigolo ça. Je vais te la poser. Ah ouais, ça c'est bien, ça y est. Quel est ton rapport à la nature? Eh ben, la réponse c'est Marseille. Mon rapport à la nature, c'est le choix de Marseille. J'ai vraiment fait un choix pour venir ici parce que je trouve que c'est une ville qui a tous les avantages de la grosse ville, avec tout ce que ça peut représenter, notamment sur le plan professionnel pour moi, mais qui a l'avantage énorme d'être connecté à la mer, à la campagne, à la montagne, à l'espace naturel sauvage, à l'espace naturel moins sauvage, à des paysages qui se transforment. On n'est pas loin de la Camargue, on n'est pas loin des Alpes, on n'est pas loin du Var et des forêts. Donc pour moi, c'est ça la réponse. C'est, mon rapport à la nature, c'est le fait de vivre à Marseille. Ça me connecte à la nature assez spontanément en fait. Et surtout la mer. J'habite pas loin de la mer et ça, j'ai fait exprès de choisir d'habiter à 5 minutes de la mer. Okay. Qu'est-ce qui te met vraiment en colère dans ce monde? Ce qui me met en colère dans ce monde, c'est la puissance de la bêtise. Je ne comprends pas comment la bêtise peut avoir autant de pouvoir. Comment l'absurdité et la bêtise peuvent autant permettre à certains de prendre le pouvoir et de gouverner le monde. Je ne comprends pas comment ça fonctionne. Ça me met très en colère de voir à quel point le mensonge est un vecteur d'authenticité chez les gens qui manipulent le pouvoir et l'argent. Quel est le moment le plus difficile que tu aies traversé? Eh ben, dis donc, il n'y en a pas qu'un. Hein. Si tu devais en choisir un. Oh là là, le best-of le best-of de la merde, tu sais. Le best-of de la merde. Bah, je dirais, ouais, la séparation d'avec mes enfants, quoi. Enfin, la séparation d'avec la mère de mes enfants, mais surtout, par conséquent, la séparation de mon rôle de papa plein temps, quoi. Ouais, je pense que ça, c'est le plus dur que j'ai vécu. Comment tu l'as traversé? Comme une longue traversée douloureuse, lancinante, compliquée, pleine d'embûches, épuisante. Je l'ai vraiment traversée comme un truc très difficile. Très très difficile, ouais. Alors, vraiment. quelles sont les ressources que tu as mis en place, tu vois, ou sur lesquelles tu t'es appuyé pour la dépasser? Je me suis appuyé beaucoup sur les amis. Ça, c'est quand même, ça a été une ressource importante. Je me suis aussi appuyé sur ma capacité à essayer de recréer du juste, à recréer du bien, à reconstruire du juste, à reconstruire des choses authentiques et justes pour moi. Ça veut dire? Bah, si tu veux, à essayer de reconstruire un rapport juste à la vie et à pas être juste pris dans des injustices. Parce que j'étais envahi d'injustice, j'étais en colère contre l'injustice et j'ai commencé à recréer des choses justes, c'est-à-dire essayer de recréer des rapports avec les gens les plus justes possibles, quand je travaille dans un projet, d'être
dans l'équité, quand je développe mon activité professionnelle et que je fais grandir ma vie, j'essaye d'être dans la justesse, j'essaye de choisir quelque chose qui me rassure par rapport aux déséquilibres faciles qui peuvent arriver. Et donc essayer d'être au bon endroit, dans le bon point d'équilibre, de me nourrir du sentiment d'être dans un truc qui fonctionne de manière équilibrée et juste. Ça a été ma survie. De me dire, en fait, il n'y a pas que l'injustice, il n'y a pas que l'inégalité, il n'y a pas que des choses pas méritées. Il y a aussi des choses que l'on peut assumer, mériter, avec une vraie envie de faire les choses de manière balanced, tu vois. Ok. Voilà le mot. Donc c'est de renverser la vapeur avec des actions justes pour toi, alors qu'elles te paraissaient injustes avant. Ou alors c'est pas renverser la vapeur, parce que la vapeur, j'ai jamais pu la renverser. Je suis jamais. Une fois que t'es passé à une étape de séparation d'avec ta vie d'avant, que tu vois beaucoup moins tes enfants, tu peux plus revenir en arrière. Hein. Mais c'est plutôt que de rester dans un sentiment d'injustice qui te broie. Parce que c'est vraiment ça que j'ai vécu. Plutôt que de vivre dans un sentiment d'injustice qui te broie, c'est d'essayer de construire des petits steps, des petits pas qui te font des petits bonheurs parce qu'ils sont au bon endroit, dans le bon rapport avec les gens, que tu crées une juste valorisation de tes actes. Donc ça peut se passer dans le travail, tu trouves un deal juste pour ton client, juste pour toi. Tu gagnes ton argent honnêtement, avec la volonté que ce soit gagnant-gagnant. Et à partir de ces petits pas, tu reconstruis un storytelling positif qui te dit, mais il n'y a pas que l'injustice dont je suis victime, il y a aussi des choses que je peux reconstruire, qui me tirent vers l'avant, qui cultivent mon optimisme, qui me redonnent envie de vivre, qui me redonnent espoir, qui me font penser qu'il y a quand même des choses justes qui peuvent se produire. On peut s'appuyer sur des bases justes aussi. On peut essayer d'avoir une sorte de moralisation au quotidien des petites choses de la vie et d'y accorder autant d'importance que les grands sentiments qui sont partis en couille et les grandes certitudes qui sont parties en couille. C'est pas grave, il n'y a pas que ça. Et donc de s'appuyer sur des choses qui parfois sont minimes, mais en fait qui, les unes derrière les autres, reconstruisent progressivement un sentiment plus juste. Je sais pas, j'ai pas d'autres mots en fait. Ok, je comprends, mais c'est ça, renverser la vapeur, c'était renverser ta perception en fait. Alors en effet, ouais, dans ce sens-là, tu as raison, ouais. Il y a un côté renverser la vapeur. C'est, si je caricature, on pourrait dire commencer à réussir à voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Ok. Ouais, Et là, c'est bon, tu le vois à moitié plein le. Oui, j'en fais même un mantra personnel d'optimisme. C'est même quand j'ai des copains ou des copines qui sont dans des situations où il y a de la plainte, il y a de la douleur, etc. Je leur dis, t'as raison de te plaindre, ça fait du bien de pleurer, mais ce qui peut te tirer en avant, c'est de regarder pas uniquement le côté vide de ton verre qui te fait pleurer, mais regarde aussi qu'il y a peut-être une partie où il y a un peu de plein, et intéresse-toi au plein. Et réaccroche-toi à ça, c'est ça qui va te tirer en avant. Et je pense que ça marche pas mal en fait. Alors ce que tu appliques à toi, ou ce que tu as appliqué à toi ne marche pas forcément chez les autres, mais il n'empêche que je me suis aperçu que c'était un mantra qui était assez efficace. Ok. Voilà. Quelle est la question que tu aimerais poser au prochain invité? Après 45 minutes, enfin c'est ça à peu près le temps. Ouais, là on en est à 40, c'est ça. Ouais, après 40 minutes de podcast, est-ce que tu as appris quelque chose sur toi? Est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelque chose que tu aimerais mettre en lumière? Est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelque chose que j'aimerais mettre en lumière? Ouais, il y a un truc auquel je pense que j'ai envie de mettre un peu en lumière. Parce que tout à l'heure, on a parlé des choses qui me mettaient en colère. Toujours dans l'idée du verre à moitié plein, moitié vide, versus cette colère dont je parlais. Il y a quand même des gens ici, dans ce pays, qui travaillent pour nous sortir de ce regard systématiquement fondu vers le caca, où tout est dur, tout est triste, tout part en couille, tout va mal, tout se dégrade, etc. Qui est quand même un énorme phénomène médiatique aujourd'hui. C'est que quasiment toutes les news qui sortent, c'est toujours des trucs en général plombants. Et en fait, il y a des gens qui ont monté le So Good, pas le festival, il y a un festival So Good, mais je parle du magazine So Good. Et moi, ça faisait pas mal d'années que je m'étais plus abonné à des magazines papier. Je me suis réabonné à un magazine papier qui s'appelle So Good. Et ils ont aussi une newsletter sur Internet à laquelle je suis abonné. Et en fait, j'aime le travail de ces gens-là parce que ce sont des journalistes qui font l'effort de systématiquement chercher des nouvelles qui vont nous mettre en empathie avec l'humain. Parce que quand même, la plupart des nouvelles que tu vois en mainstream, sur tous les réseaux ou ce que tu veux, ça te met pas forcément en empathie avec l'humain. Et
eux, dans So Good, ils essayent systématiquement de te mettre des nouvelles qui sont des nouvelles objectives, d'événements qui se sont déroulés, mais qui sont des bonnes nouvelles. Une loi positive qu'on fait passer, un événement positif qui met des valeurs de solidarité entre les humains, une histoire saugrenue qui s'est résolue de manière positive, etc., etc. Et en fait, de lire So Good, mais putain, ça te donne la banane et tu te remets à croire positivement aux choses et tu te dis, mais en fait, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Et pourquoi ces putains de journalistes de l'AFP, parce que c'est quand même la principale source, hein, Reuters et AFP, pourquoi ils s'échinent à nous, tout le temps à nous tirer vers le bas alors qu'ils pourraient se dire, on fait un quota, on fait une bad news contre une good news. Ça pourrait être obligatoire presque, tu vois, on pourrait presque dire, vous êtes obligé de faire une bad news contre une good news, sinon ça passe pas. Bah ça changerait la face du monde, et les gens ils seraient plus en train de prendre du Prozac, du truc, du machin, tu vois. Non, sans déconner, je suis persuadé qu'il y aurait moins de ventes d'antidépresseurs et moins de ventes de Prozac et de trucs comme ça si on donnait des nouvelles positives aux gens et qu'on les tirait vers le haut, quoi. C'est un truc auquel je crois, c'est un levier. Donc moi, pour répondre à ta question, c'est ça, c'est je plus sois les gens qui produisent ce magazine. Ok, bah merci pour eux. Qu'est-ce qui résonne en toi là, depuis le début de notre échange? Que je me dis que tu dois être un bon partenaire de conversation de soirée qui dure jusqu'à 2h du mat. Ouais, je me dis ça franchement. Mais bon, après, j'avais déjà compris que tu avais une empathie avec la relation humaine parce que je t'ai vu animer les mots cash. Mais ouais, ce qui me vient spontanément, c'est ta capacité à sentir un peu la fibre et à surfer avec ça. C'est chouette, c'est nice. C'est cool Ok. d'avoir cette compétence-là. Tu pourrais presque faire parler les militants du RN et montrer qu'ils ont un tout petit peu d'humanité. Pas de politique, Ouais, pas de politique. pas de religion. Non, mais c'est vrai que tu pourrais, enfin, c'est pas tu pourrais, tu fais déjà ça, tu développes cette fibre et je la trouve flagrante là quand on discute ensemble et que tu poses des questions. Je trouve que tes questions elles sont assez bien tournées, bien pertinentes et elles sont suffisamment ouvertes pour que tu entendes toutes sortes de réponses. Parce que je pense qu'il n'y aura jamais de réponse pareille. Non, je te Tu confirme. tomberas jamais sur un truc vérité de la palisse que tout le monde te sort, je crois pas. Et du coup, c'est bien mené, quoi. Bah merci beaucoup. Quel titre tu souhaites pour notre épisode? Ok, alors là, il faut avoir une vision méta sur tout ce qu'on s'est dit un peu, ou comment Ce tu qui vois te les vient en choses? tête, prends pas la tête. En fait, c'est le lieu qui m'inspire ça, et puis c'est la conversation, je dirais, en zénitude. Ok. Il y a le côté en voyage, tu sais, Hmm. en zénitude, il y a le côté mouvement, j'aime bien. En zénitude. Ouais, Parfait. Ce sera le titre de notre épisode. trop bien. On va passer à la dernière question. Ouais. Qui es-tu? Ah oui, au sens propre du terme, pas au sens figuré. Eh bien, je suis Cyril Carillon. Eh ben merci Cyril. Il faut en dire plus, tu veux dire? Bah, tu peux en dire plus. Ouais, oui. d'accord. Alors, je suis Cyril Carillon. Je vis à Marseille depuis 2003. Ça fait 23 ans. Je me sens marseillais maintenant. C'est la ville où j'ai vécu le plus dans ma vie. J'ai bientôt 50 ans, dans 2 jours. Et je suis papa de 2 enfants qui vivent à Paris, Camille et Gabriel, qui ont respectivement 12 et bientôt 16 ans. J'ai 2 boîtes. Une qui fait du son et de la création sonore et du podcast audio et de l'illustration sonore, qui s'appelle l'Agence Sonore. Et puis une deuxième boîte qui fait du podcast vidéo, du webinaire live, de la vidéo, qui s'appelle le Parla Studio. Et ces 2 boîtes me prennent un bon plein temps. Et quand je suis pas en train de bosser, ben, tu me trouveras la semaine prochaine en train de faire une randonnée à ski dans le Queyras, parce que je suis un passionné de ski de rando. Autrement, tu me trouveras dans la Méditerranée en train de nager, parce que j'adore la mer. Et accessoirement, de temps en temps, à courir sur la corniche ou à faire du yoga, hot yoga Bikram de la préfecture. Ok. Voilà. Bah top. Pourquoi le son? Enfin, tes 2 métiers du coup, enfin tes 2 structures, c'est Parce que je m'appelle Carillon. Tu sais que j'y ai jamais pensé quoi. Je te la fais à l'envers parce que la plupart du temps, c'est les gens qui viennent C'est me ça. chercher là-dessus qui me disent Ah, mais je comprends, c'est votre nom. Ah oui, c'est pour ça. J'ai entendu, tu vois, 10 000 Ok, fois. bah, Et très du coup, bien. là, je te fais la ritournelle. J'avais pas du tout fait le lien. Bon, mis à part ça, pourquoi? Alors, tu veux vraiment la raison? Parce que moi aussi, je me suis posé la question à un moment dans ma vie. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous? Enfin, pourquoi je suis autant accroché par ça? J'ai cherché longtemps et je sais d'où ça vient. Ça vient, entre autres, mais c'est un des souvenirs les plus forts dans ma vie. Quand j'avais 4 ans, je me suis levé un matin, tout le monde dormait dans la maison et j'ai voulu manipuler l'électrophone de ma maman et mettre un disque en route. Ouh, ok. Alors, je n'y suis pas arrivé. J'ai dû le bousiller, ou en tout cas, je l'ai cassé. Et quelques heures après, je me suis fait démonter par ma mère.
parce qu'elle avait compris que probablement c'était moi qui avais cassé l'électrophone. Et depuis ce jour-là, je pense qu'il y a une petite voix en moi qui a dit que l'électrophone soit cassé, c'est pas grave, tu produiras toi-même de la musique, du son, des vibrations sonores. Voilà, je pense que ça vient de Ouais, là. c'est joli. Je sais pas si c'est joli, mais en tout cas, c'est un souvenir authentique. Ok. Vraiment authentique. Vraiment, vraiment, vraiment. Et t'as toujours été dans le son et dans l'image? Ou plus dans le son et Alors, ensuite dans l'image? non, ouais, alors pour faire court, j'étais très paumé quand j'avais 18 ans. Je savais pas ce que je voulais faire. Et puis, j'ai commencé à mûrir quand j'avais 3 ans de fac. J'avais fait 3 ans d'histoire à la fac. Je me cherchais complètement. Et là, quand j'avais 20 ans, j'ai commencé à vraiment sentir des affinités pour le son. J'étais déjà un peu là-dessus, mais voilà, c'était plus concret. Et aussi des affinités pour la musique. Et donc, et pour le cinéma. Donc, j'étais sur tous ces sujets. Cinéma, musicologie. Donc, j'ai commencé une fac de cinéma et en même temps une fac de musicologie. Et j'étais quand même au four et au moulin parce que tu fais 2 facs en même temps. Ça s'appelle un double cursus. C'était un peu chaud. Et il y a un prof à la fin de l'année qui me voyait courir entre les 2 facs, qui voyait bien que j'étais au bout de ma vie. Il m'a dit, tu sais quoi, t'as qu'à faire une école de cinéma en son. Ça réunit la musique, ça réunit le cinéma. Le point commun, c'est quoi entre le cinéma et la musique? C'est le son. J'ai dit, bah oui, c'est vrai, le point commun entre le cinéma et la musique, c'est le son. Et donc, j'ai fait une école de cinéma à Bruxelles, j'ai fait l'INSAS, Ok. qui est une très chouette école. Et ça m'a permis de me réunir, enfin, comment dire, me réunir, c'est marrant de dire ça. De me réunir, de me réussir, de me trouver. Ok. Voilà, complètement. Bon, chouette. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Que c'est pas mon seul métier, que c'est pas ma seule passion, et que après le confinement, comme beaucoup de gens, a joué un rôle quand même important dans ma vie. Je me suis formé à la facilitation. Je suis devenu facilitateur pour accompagner des ateliers d'intelligence collective, et j'ai fait ça en 2020-2021. Et j'ai commencé à bosser sur des ateliers de facilitation en intelligence collective dans les entreprises, dans des collectifs. Et je continue à le faire, mais plus difficilement à cause de mon emploi du temps charrette, mais j'ai toujours vocation à le faire et j'ai une passion très forte pour ça. J'anime l'atelier de la fresque de la diversité, qui est un super atelier à faire en entreprise, qui me porte beaucoup et fait beaucoup de bien aux gens qui le font. Et j'ai l'intention en 2026 de me remettre un peu à ça, quand je pourrai avoir un peu plus de bande passante, parce que vu que le Parla Studio n'a qu'1 an et demi, c'est encore un bébé un peu jeune, il faut que voilà, il n'est pas encore autonome, il a encore les couches, il faut encore changer les couches. Donc quand le bébé sera plus autonome, je pense que je reprendrai mes chantiers d'intelligence collective, et c'est un outil que j'utilise déjà souvent dans mon propre travail, mais là c'est vraiment une passion d'être facilitateur. J'ai eu des belles expériences, j'ai travaillé avec la CEC, j'ai travaillé avec l'IRD, enfin j'ai fait des expériences vraiment chouettes, avec des boîtes sympas, j'avais bossé aussi avec l'Occitane, enfin voilà. Et ça c'est quelque chose qui m'anime, qui me passionne, mais que j'ai dû mettre en stand-by depuis 1 an et demi. Et j'ai bien l'intention à moyen terme de revenir là-dessus et d'en faire mon deuxième métier, quoi. Ok. Ça c'est vraiment Cool. quelque chose qui me pulse. Je croise les doigts du coup. Ouais. Pour que- Merci, Me parce laisser que grandir ça. c'est quelque chose que je souhaite du fond du cœur, ouais. Vraiment, j'ai envie de ça. Est-ce que tu veux rajouter encore quelque chose ou pas? Ben, je voudrais te dire que c'était un très bon moment. Il manquait juste un petit cognac, mais ça c'est de ma faute, j'aurais dû prévoir. Eh oui. Le petit cognac pour Pour tes finir. 60 ans, Ou le on petit le fera rhum. avec cognac. Oui, dans 10 ans, on aura le cognac. On aurait été à la maison, je t'aurais ouvert une bouteille de mon rhum arrangé, mais là, on est dans un cadre professionnel, dans un lieu professionnel. Il n'y a que du Schweppes Du ou de tonic, l'Oasis. c'est ça. Voilà. Mais à part ce détail, c'était très bien, c'était super. Merci pour ton rebond et ta dextérité. C'est cool, c'est agréable. Il faudrait que tu puisses trouver le clone de toi-même pour te faire ton auto inconnu. T'es pas le premier Bah ouais. à me le dire. Et ouais, Ça viendra forcément. en temps et en heure. Mais tu connais trop l'exercice, je pense que tu connais les ficelles, donc tu t'auto... Je pense que ça marcherait pas. Parce que c'est un truc à toi, et à mon avis, c'est comme si ça me paraît difficile à faire. Je sais pas. Écoute, en tout cas, Non, il faudrait que tu sois invité Ce qui serait cool, c'est que tu te fasses inviter. Alors, je sais pas qu'est-ce qui existe comme podcast, on va dire plus ou moins comme le tien. Ce qui serait génial, c'est que tu puisses te faire... Aucun, Il y en a aucun ouais. qui existe comme le Forcément, il est unique au monde. Cyril. Mais ouais, tu as raison. Merci Cyril. Bah, merci à toi. Merci Si Arnaud. Si cet échange vous a touché, laissez une trace via un commentaire, des étoiles ou un partage à vos proches et votre communauté. Rendez-vous mardi prochain pour rencontrer un ou une nouvelle inconnue. D'ici là, prenez soin de vous. Et portez-vous bien.